Je sais que l'heure est aux réjouissances, mais nous avons encore un petit peu de travail ce matin. Ah ben voilà, madame la directrice. Ça, vous arrivez à voir les deux? Bonjour, madame la directrice, vous allez bien? Madame la directrice, bonjour. Je vous propose de reprendre notre séance, si vous voulez bien. Tout le monde a rejoint ses places. Monsieur le préfet, madame la présidente du tribunal administratif, mesdames et messieurs les conseillers départementaux, madame la rectrice de l'Académie de Strasbourg, monsieur le secrétaire général de la préfecture du Bas-Rhin, monsieur le secrétaire général pour les affaires régionales et européennes, monsieur le directeur de cabinet du préfet, mesdames et messieurs les sous-préfets, mesdames et messieurs les chefs de service déconcentrés de l'État, monsieur le directeur général des services du département, mesdames et messieurs les représentants de la presse, mesdames et messieurs les élèves polytechniciens dans la salle, mesdames et messieurs. C'est un honneur et un grand plaisir de vous recevoir ce matin dans cet hémicycle avec les collègues élus. Par un curieux hasard du calendrier, un hasard bien fait, notre séance consacrée aux délibérations communes des deux départements pour la création d'une collectivité européenne d'Alsace précédait, monsieur le préfet, votre venue. Je ne sais pas si nous sommes, vous et moi, maîtres des horloges, mais cette convergence de nos agendas tombe très bien. Évidemment, je ne peux pas plus attendre pour vous annoncer le vote favorable de notre collectivité pour entrer dans le processus qui nous mènera d'ici l'été au vote de la loi d'Alsace. C'est l'occasion pour moi et au nom de tous mes collègues conseillères et conseillers départementaux de vous remercier pour votre engagement à nos côtés en faveur de l'Alsace. On se souviendra de 2018 comme de l'année du rapport Jean-Luc Marx qui attache définitivement votre nom à notre territoire. Cet attachement est réel et je veux vous féliciter pour le lien étroit que vous avez su créer entre l'État déconcentré et nos collectivités territoriales. Votre disponibilité, celle de vos services, le travail que nous menons ensemble en bonne intelligence et la co-construction de nos politiques publiques sont appréciés et remarqués. Je dois vous dire, mes chers collègues, que au moins une fois par mois, nous nous réunissons ensemble, accompagnés d'Yves Segui, pour aborder tous les projets du territoire, pour faire avancer ensemble notre territoire alsacien. Au désir d'Alsace que vous avez su bien saisir répond une gratitude et une estime alsacienne dont je veux publiquement vous assurer. Votre rapport a créé la surprise, une heureuse surprise. Rarement les conclusions d'une mission aussi délicate auront été si bien étayées, objectivées, constructives et sans faux semblant. Nous nous souviendrons longtemps des contentieux d'un autre âge. Nous avons également trouvé une réelle source d'inspiration dans vos judicieuses orientations qui concernent les coopérations transfrontalières, le bilinguisme ou l'enjeu d'une meilleure articulation des infrastructures de transport, pour ne citer que ces seuls exemples. Si une situation particulière et un motif d'intérêt général ont pu être reconnus en Alsace, c'est en grande partie grâce à vous. J'associe évidemment vos équipes, votre conseiller diplomatique, et particulièrement votre secrétaire général Yves Segui et ses collaborateurs. Yves est un soutien du
du quotidien avec un suivi assidu et qualitatif de tous les dossiers du territoire. Je sais que vos équipes ont été nos ambassadeurs et porte-parole avec vous, infatigables, auprès de l'administration centrale et des différents ministères. C'est une mission délicate. Ils ont dû subir notre amicale pression ici, tout en étant... Là, je vois qu'Yves sourit. Notre amicale pression ici, tout en étant nos ardents défenseurs à Paris. Je veux profiter de cette occasion pour vous en remercier collectivement. Je veux aussi vous rassurer, cette première étape en appelle d'autres et nous ne perdrons rien de notre pugnacité. Évidemment, je veux aussi vous dire notre estime et notre admiration pour la mobilisation de vos services et particulièrement celle des forces de l'ordre à la suite de la dramatique fusillade de Strasbourg. Merci beaucoup. Je voudrais remercier Monsieur le Directeur pour votre engagement au quotidien et puis j'ai découvert que vous alliez nous quitter dans quelques temps. Merci beaucoup pour la qualité de votre engagement, de votre travail, de vos équipes, police et gendarmerie qui font un travail extraordinaire avec nos amis les sapeurs-pompiers aussi, en collaboration étroite. Nous mesurons l'engagement des équipes au quotidien, aujourd'hui aussi face aux violences, aux incivilités dont notre pays souffre au quotidien. Le rôle majeur que vous jouez, le soutien que vous apportez dans les villages, dans l'ensemble de notre territoire est précieux. Et nous mesurons avec les collègues élus la qualité de l'engagement, l'abnégation dont font preuve l'ensemble des forces de l'ordre. Merci, merci à vous et merci à l'ensemble des équipes. Depuis plusieurs semaines, le quotidien des policiers, des militaires, des gendarmes et des sapeurs-pompiers est particulièrement chargé. La pression, je le sais, ne faiblit pas. Nous voulons vraiment vous remercier très chaleureusement pour votre exemplarité dans les missions que vous portez au quotidien. Je voudrais associer à ces remerciements vos deux sous-préfètes, Monsieur le Préfet, Clara Thomas et Nadia Diri, pour leur remarquable travail dans le cadre de la cellule d'urgence médico-psychologique. J'ai pu m'y rendre et pu mesurer toute l'énergie qu'elles ont déployée pour accompagner les proches des victimes, nos concitoyens qui ont subi la violence de l'attentat. Leur travail a été, Monsieur le Préfet, particulièrement précieux. Nous restons également attentifs à la multiplication des actes racistes et antisémites. Ils sont souvent le signe d'une dégradation sociale qui doit nous alerter. Je veux le redire ici, ces actes sont inacceptables et doivent être sanctionnés. Vous-même, Monsieur le Préfet, avez été directement la cible de propos ou de tags qui n'ont pas leur place dans le pays des droits de l'homme et de la démocratie. Avec vous et avec tous ceux qui ont eu à subir ces violences, et il s'en trouve dans notre Assemblée, Étienne Wolf, j'y pense notamment, je souhaite manifester la solidarité des élus départementaux. En vous accueillant aujourd'hui, je souhaite aussi souligner l'amélioration à l'échelle nationale des relations entre l'État et les départements de France. La mission qui m'a été confiée dans le cadre du plan pauvreté atteste qu'une autre démarche s'est engagée. Je souhaite de tout cœur qu'elle se poursuive et se confirme. Au lieu de faire d'en haut, sans tenir compte de l'expertise et du rôle de nos collectivités, l'État semble de plus en plus vouloir reconnaître le rôle irremplaçable de nos départements dans la lutte contre toutes les formes d'exclusion sociale. Je fais également le même constat dans le cadre des travaux menés par le Conseil national du grand âge. Même s'il reste beaucoup à faire, notamment en faveur des résidents en EHPAD, nous y reviendrons au cours de nos discussions, le climat semble avoir changé. C'est, je l'espère, le signe d'une meilleure écoute prêtée aux services déconcentrés de l'État et au travail que nous menons dans les départements en faveur de nos concitoyens. 2018 restera également l'année de la contractualisation. Je ne veux pas rouvrir un débat déjà largement documenté. Je souhaite simplement souligner que cette contractualisation n'a de sens que mise au service de projets concrets. Les économies de fonctionnement n'ont de valeur
que mise en perspective avec les améliorations qu'elles doivent permettre. C'est au fond la même chose pour nos concitoyens. S'ils ont conscience des efforts nécessaires au redressement du pays, ils n'acceptent pas de ne pas en voir les effets directs dans leur quotidien. Nous avons besoin collectivement de retrouver le sens de notre appartenance à la République. C'est, je l'espère, l'une des conséquences positives que nous pourrons tirer du grand débat public qui se terminera le 15 mars prochain. Nous espérons que dans ce cadre, le président de la République se rendra en Alsace, comme il le fait actuellement dans toutes les régions de France. Il trouvera ici l'accueil d'Européens convaincus et l'opportunité de montrer son désir de promouvoir les libertés locales. Avant de vous laisser la parole, permettez-moi enfin d'insister pour que nous conservions en Alsace une administration déconcentrée, accessible et proche. Je me réjouis à ce titre de l'abandon de la fusion annoncée des rectorats. Et à Aix-la-Chapelle, alors que j'avais l'occasion d'échanger quelques minutes avec le ministre de l'Éducation, il m'avait dit qu'il devrait y avoir une bonne nouvelle et elle a été confirmée. Conformément à la déclaration de Matignon qui prévoit la création d'un pôle d'excellence dédié au bilinguisme en Alsace, le ministre a fait part de sa volonté d'implanter chez nous un site pilote. Nous y serons très vigilants et très favorables. Voilà, Monsieur le Préfet, les quelques points que je voulais souligner en vous laissant bien évidemment la parole. Évidemment, vous saurez aussi pouvoir compter sur mes collègues conseillers et conseillers départementaux pour vous interroger tout à l'heure sur les sujets qui leur tiennent à cœur. C'est le signe de leur attention à l'action de l'État et la condition d'un dialogue constructif entre nous. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président, pour ces mots d'accueil qui produisent une forme d'émotion pour mon équipe et moi-même. J'y suis particulièrement sensible et un vrai plaisir d'être aujourd'hui pour la seconde fois devant votre Assemblée pour rendre compte, puisque c'est ainsi que la loi le prévoit, de l'action des services de l'État au cours de l'année écoulée. Au cours de l'année 2018, vous avez pu, les unes et les autres, prendre connaissance de ce rapport qui s'est voulu non exhaustif, que je compléterai et sur lequel j'insisterai quelque peu sur les sujets qui me paraissent les plus importants. En tout cas, comme vous, cher Monsieur le Président, je veux souligner les conditions de coopération et de travail en commun dans lesquelles nous pouvons, au fil des jours et des semaines, faire progresser notre mission au service des Barinois, de nos concitoyens au sens le plus large, et saluer notamment ces rencontres mensuelles qui nous permettent d'aller au fond des choses en comité restreint et sans, comment dirais-je, sans aucun faux semblant et avec une sincérité et un engagement qui honorent nos équipes. 2018, on l'aura perçu au travers de vos propos, aura été une année intense, particulièrement riche en événements et en initiatives. Je pense que les actions qui ont été entreprises ont confirmé la force de l'engagement de tous les services de l'État en partenariat avec les élus, avec vous-même, avec aussi les responsables économiques, associatifs, avec la société civile d'une façon plus large. Devant vous, en cette fin de matinée qui sera historique, et j'y reviendrai compte tenu du vote auquel vous avez fait procéder il y a quelques instants, je voudrais pour ma part venir sur quatre thèmes sur lesquels l'État se distingue, me semble-t-il, par un engagement fort. Je commencerai, et c'est devenu, sinon une obligation, presque une tradition, par les sujets de sécurité. Me permettrait de continuer par le sujet de l'Alsace. J'évoquerai, troisièmement, les projets structurants du territoire. C'est un bonheur de pouvoir travailler avec l'ensemble des partenaires sur des projets, sur des dossiers qui nous montrent, s'il en était besoin, que ce territoire a un avenir, a des avenirs. Et puis j'insisterai pour finir sur la nécessité de renforcer la cohésion sociale, parce que les événements, et notamment les éléments de démonstration sociale ou d'ordre public que vous avez évoqués, nous montrent qu'il nous reste encore du chemin à faire pour
cette meilleure cohésion. Je commencerai donc par les sujets de sécurité, ces sujets sur lesquels nos concitoyens attendent avant tout l'État, j'en ai parfaitement conscience. Et comme vous, Monsieur le Président, je reviendrai sur les événements tragiques du 11 décembre dernier qui ont frappé Strasbourg. Nous avons tous été bouleversés par cette tragédie, 5 morts, 10 blessés, combien de personnes choquées, marquées à vie par ce qu'elles auront vu ou vécu ce soir-là. À mon tour, je rends un hommage appuyé aux forces de l'ordre pour l'ampleur et la qualité de leur mobilisation et pour les résultats que nous avons ensemble obtenus. Je le rappelle, dans la nuit du 11 au 12 décembre et les jours qui ont suivi, un dispositif exceptionnel a été déployé. Des centaines de policiers, de gendarmes, de pompiers, membres associatifs, des agents municipaux, les personnels de santé, j'en oublie, se sont mobilisés afin de venir en aide à ceux qui en avaient le plus besoin. Je suis particulièrement fier de la manière dont le partenariat entre l'État et les collectivités, vous évoquiez, Monsieur le Président, les 2 sous-préfètes qui ont été en charge notamment du centre d'accueil des familles et des victimes. Dans les heures qui ont suivi l'attentat, cette prise en charge de plus de 700 victimes, familles et impliquées, a été, je crois, remarquable. Mais cet attentat nous rappelle l'impérieuse nécessité de poursuivre notre tâche en matière de prévention de la radicalisation. Nous l'avons tous éprouvé dans notre cœur, dans notre chair, cette menace terroriste est bel et bien toujours présente sur le territoire national. Dans le Bas-Rhin, la prévention de la radicalisation, l'accompagnement des jeunes et de leurs familles ont été marqués il y a 1 an, au tout début de l'année 2018, par l'entrée dans le protocole dont nous étions convenus depuis plusieurs années, protocole opérationnel départemental, entrée de l'université, Madame la rectrice, de l'Agence régionale de santé, de la région Grand Est, pour que ce dispositif départemental, ce dispositif marinois, soit enrichi et encore mieux adapté au plan national. Je rappelle son intitulé, Prévenir pour protéger, plan national présenté par le Premier ministre le 23 février 2018 et que le Premier ministre pourrait être tenté de resituer 1 an après, dans les semaines qui viennent, pour partager avec nous son état d'avancement. Ces orientations doivent nous permettre de mieux cerner les phénomènes communautaires ainsi que les replis identitaires des populations les plus à l'écart de l'action publique et les plus sensibles à l'action des prosélytes. Ce sont ces populations que nous devons aider à s'approprier les valeurs de la République. Nous avons essentiellement agi dans 2 directions. D'une part, par territoire ou par activité, par le biais de la politique de la ville. Grâce au Fonds interministériel de prévention de la délinquance, les actions de prévention ciblées ont été intensifiées. Ciblées car la radicalisation, c'est avant tout le rejet de valeurs républicaines adossées à une idéologie violente qui prolifère sur un territoire donné en dehors des cadres institutionnels. D'autre part, sous la supervision des autorités judiciaires et préfectorales, tous les services de l'État ont été mobilisés pour organiser des contrôles coordonnés, pour éradiquer l'économie souterraine, le travail dissimulé, les écoles clandestines. 2018 est heureusement marqué par une baisse sensible du nombre d'individus détectés pour cause de radicalisation. Le nombre de signalements depuis 2016 est en baisse continue. Le nombre d'individus présents dans le fichier des signalements pour le Bas-Rhin est désormais inférieur à 200. Enfin, et c'est une autre réponse à la menace terroriste, l'État et les collectivités territoriales se sont mobilisés pour faire vivre les valeurs de la République, notamment au travers d'actions promouvant la laïcité et la lutte contre les discriminations. Chez nous, le dialogue interreligieux est déjà largement développé, il a encore été approfondi. Et je cite, le 4 septembre dernier, les assises territoriales de l'islam qui ont abouti à des propositions concrètes pour promouvoir le vivre ensemble. Dans ce domaine de la sécurité, un mot de la PSQ, la police de sécurité du quotidien, mise en place
l'an dernier, c'est tout simplement la promotion du contact avec la population. C'est l'idée selon laquelle nous ne pouvons justement promouvoir ce vivre ensemble ni lutter efficacement contre le sentiment d'insécurité sans consolider le lien entre la population et ses forces de l'ordre. Côté gendarmerie, mon colonel, cela s'est traduit par la création de 2 brigades de contact et de proximité dans les compagnies de Strasbourg et de Wissembourg. Côté police, monsieur le directeur, par la création de 20 postes, de 2 brigades de sécurité de quartier au Neuhof et à la Méno, à Strasbourg. Je suis convaincu que cette méthode ne peut que produire des résultats positifs. Les habitants des quartiers concernés ont d'ailleurs déjà exprimé leur satisfaction à voir davantage policiers et gendarmes dont la mission se fonde sur le contact. Prévention de la délinquance, c'est aussi une façon de décliner cet impératif de sécurité. En 2018, les moyens importants ont été mis en place, une enveloppe de 460 000 € du fonds d'intervention pour la prévention de la délinquance s'est déclinée sur le territoire. Pour la charnière de 2018-2019, je suis obligé de faire devant nous tous le constat des violences de la Saint-Sylvestre, en particulier ici à Strasbourg, qui doit nous conduire à intensifier encore ces actions de prévention et probablement les actions de répression qui les accompagnent. Car en effet, la lutte contre la délinquance, ça n'est pas seulement la prévention. La justice doit disposer de lieux de privation de liberté pour les individus qu'elle condamne. C'est bien la nécessité d'adapter notre réseau pénitentiaire qui justifie la construction d'un nouveau centre pénitentiaire dans notre département. Le 30 octobre, la garde des Sceaux a adressé un courrier au président de l'Eurométropole de Strasbourg pour confirmer la nécessité de construire une maison d'arrêt de 500 places dans le périmètre de la métropole. Aujourd'hui, nous travaillons avec vous, Monsieur le Président du Conseil départemental, avec le Président de l'Eurométropole, avec les maires qui pourraient être intéressés, avec les services de l'État concernés, bien sûr, pour tenter d'identifier une proposition qui réponde à l'intérêt collectif. Et j'ajoute, évidemment, une proposition géographiquement localisée. Au-delà de tout ça, la mobilisation des forces de l'ordre en 2018 aura été également importante pour sécuriser des grands événements locaux, nationaux. Je souligne l'engagement depuis le mois de novembre des forces de l'ordre pour la sécurisation des manifestations de ce que l'on appelle les gilets jaunes. Si les préfectures sont habituées, et c'est le jeu des libertés d'une démocratie avancée, à accueillir manifestations et revendications les plus diverses, en revanche, la mise à feu de bâtiments, l'agression pour blesser, voire tuer des personnels, sont criminelles. Plus largement, les atteintes à l'intégrité physique d'élus, de journalistes, les pillages et casses de commerce, les dégradations d'équipements publics ne sont pas dignes d'une démocratie comme la nôtre, d'une république qui consacre la majorité de ses ressources au bien-être de tous. Que dire de ces gilets jaunes qui, samedi, passant devant la synagogue de Strasbourg, ont invectivé la communauté juive? Quelle tristesse que ces nazis ont dans les rues de Strasbourg. Malgré ces difficultés, nos forces de sécurité ont toujours fait preuve d'un professionnalisme exemplaire dans l'exercice de cette mission. Et pour couronner cette perspective, cette mise en perspective, je nous rappelle, je l'ai déjà fait au début du mois de janvier, Charles Péguy. Et je cite, « L'ordre, et l'ordre seul, fait en définitive la liberté. Le désordre fait la servitude. » D'autres événements nous avaient mobilisés en 2018 sur cette thématique d'ordre public. Année intense, je l'ai dit et je le répète, et je cite, les inondations de mai-juin. Les sapeurs-pompiers ont été particulièrement mobilisés. Eux aussi, sur les incendies, les 2 grands incendies du Port-Rouyn. On peut citer des événements plus festifs, mais qui ont leur cortège de sujets de sécurité, la fête de la musique, la Coupe du monde de football, le 14 juillet, des événements plus sécuritaires comme l'évacuation
du bois de Kolbsheim baptisé ZAD, et puis un événement qui restera lui aussi dans les annales, l'itinérance présidentielle commencée ici à Strasbourg le 4 novembre dernier. Et puisque cette itinérance présidentielle a commencé en Alsace, j'en arrive à la seconde mission de l'État sur laquelle je veux insister plus brièvement que s'agissant des mesures de sécurité, la mise en œuvre institutionnelle de ce que nous avons appelé le désir d'Alsace. De la lettre de mission que le Premier ministre m'adresse le 22 janvier 2018 au projet de loi Alsace et au vote de ce matin, Monsieur le Président, quel chemin parcouru. Chemin qui n'aurait pas été possible sans des élus ouverts, pragmatiques, bâtisseurs, dont beaucoup sont ici. J'ai remis mon rapport au Premier ministre le 15 juin. Il a été rendu public début août, après l'envoi d'un courrier du Premier ministre, justement, aux élus d'Alsace et du Grand Est. Dans ce courrier, le Premier ministre exposait la proposition mise en avant par le rapport, un regroupement des deux départements en une collectivité dotée de compétences innovantes et élargies. Le Premier ministre missionnait la ministre Jacqueline Gourault pour concerter les acteurs sur le dossier. À partir de la fin du mois d'août, de très nombreuses réunions techniques et politiques se sont tenues à Paris et en Alsace, à différentes échelles, afin de respecter l'échéance fixée par le Premier ministre, fin octobre, pour la présentation des grandes orientations concernant l'évolution institutionnelle de l'Alsace. Jacqueline Gourault s'est notamment rendue personnellement 2 fois dans le Bas-Rhin et dans le Haut-Rhin. Cette concertation a débouché sur la signature, le 29 octobre, de la déclaration commune en faveur de la création de la collectivité européenne d'Alsace, signature par le Premier ministre, la ministre de la Cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, le ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse, la ministre en charge des transports et les 3 présidents des collectivités concernées, président du conseil régional, président des conseils départementaux du Bas-Rhin et du Haut-Rhin. Cette nouvelle collectivité, issue du regroupement de 2 départements, qui s'appuiera sur le socle des compétences départementales, sera enrichie de compétences supplémentaires et particulières, notamment en matière de coopération transfrontalière, de bilinguisme, d'attractivité du territoire, de transport, de culture, point de suspension. Certains trouvent le projet pas très sexy. Moi, je les invite à regarder Outre-Vosges, en Bretagne, en Occitanie, à mesurer l'intérêt que les grandes associations de collectivités françaises, associations des maires, associations des départements, des régions, portent à la démarche alsacienne. Il y a ici, et je pèse mes mots, une démarche novatrice, fondamentale, européenne, exceptionnelle. L'année 2019 sera consacrée à la préparation et à l'adoption des textes qui permettront de donner naissance à la collectivité européenne d'Alsace le 1er janvier 2021. Première étape a été franchie ce matin avec l'adoption par votre Assemblée d'une délibération dont j'ai toute raison de penser, cher Frédéric Bierry, qu'elle sera concordante avec celle du Haut-Rhin qui aura lieu cet après-midi. Sont maintenant soumis au Conseil d'État un projet de décret, un projet de loi déclinant les nouvelles compétences de la collectivité. Un tout prochain Conseil des ministres débattra de cette loi Alsace avant que le Parlement n'en soit saisi au printemps. Mes services, et Yves Segui en particulier, et moi-même, vous avons accompagné durant toute l'année 2018. Nous vous accompagnerons encore en 2019 afin de mettre en œuvre ce projet commun et concerté. Troisième mission sur laquelle je veux venir devant vous, faire aboutir les projets structurants du territoire, et je ne les inventorierai pas tous, ils sont trop nombreux. Un premier mot sur ce niveau qui désormais va progressivement se mettre en place et s'imposer au niveau départementaux et infradépartementaux, le SRADET, et je décline le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires.
Je sais l'intérêt que le conseil départemental et nombre de ses membres portent à l'élaboration du SRADET. Cette stratégie d'aménagement et de développement pour l'ensemble de la région Grand Est, comme d'ailleurs pour les autres régions, aura des répercussions sur les documents d'urbanisme de nos territoires, sur les SCOT, schéma de cohérence d'organisation territoriale, qui devront prendre en compte les objectifs du SRADET et être compatibles avec les règles qu'il contiendra. Répercussions aussi sur les PLUI, sur les PLU, indirectement. Après que l'enquête publique aura été menée, j'examinerai, puisqu'il me reviendra d'arrêter ou pas ce document, j'examinerai avec la plus grande attention la copie rendue afin de procéder à une possible approbation avant la fin de cette année. Je veillerai à la pertinence du SRADET au regard des perspectives de développement territorial pour le Bas-Rhin. Il devra donner de la force et de la cohérence à l'organisation spatiale du Grand Est, sans pour autant freiner la conduite des grands projets d'aménagement et d'investissement. Et j'y reviendrai, je pense notamment à l'Alsace centrale. Plus largement, c'est la contractualisation, vous l'évoquiez dans vos propos, Monsieur le Président, qui est aussi le support, le substrat des grands projets qui intéressent le territoire. Je pense à ce contrat signé l'an dernier sous le regard physique du Président de la République, le contrat triennal entre l'État et Strasbourg, une démarche collective pour renforcer l'attractivité de notre capitale européenne, une démarche qui mobilise 185 millions d'euros des 4 collectivités intéressées, une démarche, Monsieur le Président, qui nous réunit conjoncturellement sur un dossier ô combien important, celui d'Ensheim, dont il faut que nous puissions sortir. On a déjà franchi quelques pas avec des échéances concrètes et positives dans les mois qui viennent. Autre contractualisation, et je crois qu'elle était à votre menu de ce matin, le plan national de prévention et de lutte contre la pauvreté. C'est le 13 septembre dernier que le chef de l'État a présenté la stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté. Le Bas-Rhin a accepté d'être un territoire démonstrateur parmi 9 autres territoires métropolitains et ultramarins. Nous avons signé la convention d'appui à la lutte contre la pauvreté et d'accès à l'emploi le 20 décembre dernier. Vous venez de finaliser cette démarche avec l'adoption ce matin de cette délibération qui fixe vos engagements financiers. Nous continuerons de mutualiser nos efforts pour être le plus efficace possible à la destination des populations départementales concernées. Action cœur de ville, renouvellement urbain, autant d'éléments contractuels sur lesquels je ne m'étends pas. Je rappellerai peut-être quelques données financières de 2018 sans être encore en capacité de les comparer avec celles à venir de 2019. L'enveloppe de DETR, dotation d'équipement des territoires ruraux pour 2018, s'élevait à 13 200 000 euros. C'était le double de ce qui prévalait 4 années plus tôt en 2014. Et l'enveloppe de la dotation de soutien aux investissements locaux, enveloppe nouvelle créée en 2016, atteignait pour 2018, pour le Bas-Rhin, j'arrondis les chiffres, 5 800 000 euros. Et puisque je suis dans la donne financière, comment ne pas évoquer les contrats financiers, cette autre façon de gérer les relations entre État et collectivités en matière d'évolution de la dépense publique, à la baisse des dotations de l'État successivement opérées pendant 4 années, a succédé une démarche contractuelle. De ce que j'ai pu constater jusqu'à présent, Monsieur le Président, le département du Bas-Rhin devrait être en deçà des 1,29% d'évolution des dépenses de fonctionnement sur lesquelles nous avons contracté au début de l'exercice. Je crois que c'est une excellente nouvelle et qui s'inscrit d'ailleurs dans un paysage plutôt rassurant où État comme collectivité territoriale s'efforce de juguler une évolution trop importante, trop rapide des dépenses de fonctionnement pur. Je me permets d'ajouter cet adjectif. Nos services préparent d'ailleurs un rendez-vous prochain pour évaluer ensemble les résultats obtenus.
Comment ne pas évoquer dans les grands projets structurants pour le Bas-Rhin le Grenelle des mobilités ou, pour commencer par ce qui caractérise les mobilités dans le Nord Alsace, le chantier du grand contournement ouest ou de l'autoroute de contournement de Strasbourg. Le Grenelle des mobilités, comme l'appelle le président de l'Eurométropole, et nous l'avons rejoint dans cette appellation, a été initié dès le mois de février de l'année dernière. Il associe les services de l'État, la région, le département et bien évidemment l'Eurométropole et les communes intéressées. Il s'inscrit dans l'objectif de repenser les mobilités autour de la ville capitale sur toutes les échelles, de la grande accessibilité aux déplacements du quotidien. Et c'est bien dans cette stratégie globale qui vise à notamment améliorer la qualité de l'air et à faciliter les mobilités dans et autour de l'Eurométropole que s'inscrit depuis l'automne le chantier de l'autoroute de contournement ouest de Strasbourg. Et l'une des raisons pour lesquelles cette infrastructure me paraît autant nécessaire, l'une des raisons pour laquelle je crois m'être engagé assez fortement dans le dossier, c'est bien que ATMO, cet organisme scientifique régional que nous connaissons, je pense, tous, puisqu'il a d'abord régi le sujet de la qualité de l'air sur l'Alsace avant de l'étendre à l'ensemble du Grand Est. ATMO, donc, organisme scientifique régional qui mesure la qualité de l'air et préconise les mesures à prendre, y est très favorable. Les travaux du GCO ont été autorisés sur la base d'un cahier des charges très exigeant en matière environnementale, ce dont nous pouvons aussi être fiers. Des mesures compensatoires inédites dont l'État est le garant ont à ce titre été édictées et sont examinées au fil du chantier, au-delà des réunions statutaires du comité de suivi. Ce sont bien aussi des suivis de terrain qui sont organisés par les services de l'État et en particulier par l'ADREAL. Pour être complet sur le sujet, il me paraît important de souligner l'important travail mené sur le projet connexe de requalification de l'A35 en boulevard urbain, qui s'inscrit dans la continuité et la complémentarité de la réalisation de l'ACOS. Un projet partenarial d'aménagement, encore un sigle qu'il va nous falloir intégrer, retenir, un PPA, outil prévu par la loi Elan. La loi Elan, c'est la loi évolution du logement, de l'aménagement et du numérique. Donc un PPA fera prochainement l'objet d'une convention dans les prochaines semaines que je signerai avec l'Eurométropole, et ce projet partenarial d'aménagement débouchera dans les mois qui suivent sur une grande opération d'urbanisme, une GOU, là encore un des outils mis en place l'année dernière par la loi Elan. Toujours dans ce cadre du Grenelle des mobilités, je veux évoquer l'articulation, parce que je sais qu'elle pose quelques problèmes, entre le contournement de Strasbourg et l'aménagement multimodal A351 National 4. L'aménagement multimodal à l'entrée ouest de Strasbourg consiste à réaliser une voie réservée au transport en commun sur toute la section comprise entre Ittenheim et l'échangeur ACOS sur la Nationale 4 et l'extrémité de l'A351 au droit de l'échangeur avec la 35. Ce projet de transport en commun en site propre de l'ouest strasbourgeois, ou TSPO, sigle auquel vous êtes largement familiarisé, n'est pas remis en cause par la réalisation de l'ACOS. Au contraire, il en est complémentaire. L'opération qui est d'ailleurs largement réalisée dans ses premières phases et le succès que rencontrent les lignes de bus mises en place depuis Waslon témoignent de sa pertinence. On peut mesurer l'augmentation croissante du nombre d'usagers de ces transports en commun. Il reste aujourd'hui à concrétiser la phase d'entrée dans l'agglomération strasbourgeoise depuis Ittenheim, ce qui devrait se faire à l'horizon 2022. J'en termine avec les grands projets, encore que quelque chose me revient à l'esprit, j'évoquerai dans quelques instants, pour aborder, quatrième et dernier point, le renforcement de la cohésion sociale nécessaire dans notre département comme dans le reste de la France. Et puisque j'évoque le reste de la France, je commencerai par la politique migratoire. En 2018, dans notre pays,
122 000 personnes ont demandé un statut de réfugié, autrement dit, ont demandé l'asile. Une augmentation de 20% au niveau national, qu'on ne retrouve pas dans le Bas-Rhin, puisque nous sommes à des chiffres assez comparables à ceux de 2017, mais des chiffres qui sont de haut niveau. 3 542 demandes enregistrées dans le Bas-Rhin en 2018, avec une forte proportion de personnes originaires du Caucase ou des Balkans, et une proportion importante, un tiers, de Dublinés, autrement dit des personnes qui ont été d'abord accueillies dans un autre pays de l'Union européenne et qui tentent une nouvelle démarche chez nous, et que nous nous devons, c'est la loi, nous nous devons de les reconduire dans le pays qui les a initialement accueillis, souvent l'Allemagne, l'Italie ou d'autres pays européens. Dubliné qui nous a conduit au niveau national, qui a conduit le gouvernement à créer des pôles Dublin, autrement dit des pôles rassemblant des agents de l'État et certains de leurs partenaires pour gérer les personnes qui relèvent donc de cette législation et de ce traité particulier à l'Union européenne. Et c'est à Strasbourg que ce pôle Dublin a été créé. C'est une autre occupation pour mon secrétaire général qui passe beaucoup de temps avec les équipes concernées. Et pour l'illustrer, je dirais simplement, pour que vous mesuriez ce que cela représente, qu'aujourd'hui, la direction des migrations et de l'intégration de la préfecture de Strasbourg est devenue, en effectif, la première direction de cette préfecture départementale et régionale. Qu'il s'agisse des demandeurs d'asile ou d'autres, le sujet étranger demeure un sujet extrêmement important aussi dans notre dialogue, Monsieur le Président, et je ne peux pas évoquer devant votre Assemblée et devant vos collègues la question des mineurs non accompagnés. Un sujet qui vous tient à cœur. Et depuis le 11 janvier 2019, la préfecture du Bas-Rhin est un site pilote pour l'évaluation de minorités, des mineurs non accompagnés et du futur traitement automatisé dénommé appui à l'évaluation de la minorité. Ce processus qui doit nous permettre de mieux accueillir ceux qui doivent l'être en fonction de la loi française et de mieux reconduire ceux qui ne justifient pas de cette disposition particulièrement généreuse de la loi. Le futur traitement automatisé dénommé appui à l'évaluation de la minorité fait l'objet d'un décret de création qui a été publié le 31 janvier dernier pour une mise en œuvre nationale le 1er mars. Les agents du service du bureau des titres de séjour sont en train de s'approprier cette nouvelle mission avec une estimation de 800 entretiens à mener sur l'année 2019. L'application informatique nécessaire pour ce faire, Monsieur le Président, est livrée aujourd'hui même à la préfecture et donc le dispositif qui nous lie démarre cette semaine. La bonne gestion des mineurs non accompagnés repose sur ce partenariat entre État et département, partenariat que nous formaliserons très prochainement dans le cadre d'un protocole. Cohésion sociale toujours, et population en difficulté, celles qui sont concernées par l'hébergement d'urgence. Je me dois de rappeler ici quelques chiffres pour que chacun puisse mesurer les efforts qui sont consentis, d'abord par l'État, puisqu'il en finance la quasi-totalité, mais aussi par ses partenaires pour faire en sorte que ceux qui ont besoin d'une mise à l'abri puissent en bénéficier. Du 1er novembre 2018 au 31 mars 2019, le plan hivernal renforce un dispositif d'hébergement qui est ouvert toute l'année au profit des publics en difficulté et des demandeurs d'asile. Dans le Bas-Rhin, je rappelle ce chiffre, ce parc est constitué de plus de 9000 places. 9000 places, cela veut dire qu'il a augmenté ses capacités de plus de 50% au cours des 4 années écoulées. Au plan départemental, l'État aura mobilisé 56 millions d'euros pour financer ces places, autrement dit pour faire en sorte qu'elles soient encadrées, entretenues et équipées. En complément, le dispositif hivernal que j'évoquais s'articule autour du renforcement
de la veille sociale avec des accueils de jour, avec des maraudes, avec la mobilisation de places supplémentaires, 414 pour être précis, places d'hébergement d'urgence exceptionnelles, temporaires, c'est-à-dire liées à la saison hivernale. Nous allons passer, je pense demain ou après-demain, Yves, dans le cadre du plan Grand Froid, nous allons repasser à un niveau normal, habituel, puisque avec la nuit qui est devant nous, s'achèvera cette période de plus grand froid que nous avons vécu. Grand froid plus modeste, diraient les plus anciens d'entre nous, par rapport au climat qu'on connaissait ici il y a 20 ou 30 ans. Quelques mots sur la politique de la ville, mais que j'évoquais tout à l'heure. Je rappelle qu'elle concerne, en matière de cohésion sociale, 80 000 personnes qui vivent dans 21 quartiers politiques de la ville. C'est un vecteur important de moyens financiers, aussi un lieu particulier d'un partenariat qui doit encore se développer et s'enrichir en matière économique. Nous avons fait de belles opérations avec ces quartiers tout récemment. Je pense à la fête de la musique en juin 2018. Je pense à ce concours d'éloquence que Nadia Idiri a fait organiser et qui s'est tenu dans les locaux de la préfecture la semaine dernière et qui a permis à des élèves de 6 collèges des quartiers politiques de la ville de faire ce que font des élèves avocats habituellement. Bien là, ce sont des élèves de classe de 3e qui ont fait un concours d'éloquence tout à fait remarquable dans les locaux de la préfecture. Et puis, au-delà de ces aspects culturels et éducatifs, c'est probablement l'économie et l'emploi qu'il faut booster dans ces quartiers. Et puisque parfois, en fonction de ce qui apparaît dans les mouvements sociaux et dans leur résonance médiatique, une forme de pessimisme peut s'emparer des uns et des autres, moi je veux dire à tous que l'ambiance nationale, même perturbée par ces mouvements, est tout de même bonne et en amélioration. En 2018, 700 000 entreprises ont été créées en France. 700 000. C'est 100 000 de plus que l'année précédente, 2017. En 2018, la TVA, le produit de la TVA dans le Grand Est a augmenté de 3,5%. C'est un taux, évidemment, qui a une signification économique particulièrement importante. En 2018, et plus précisément au 3e trimestre de 2018, pour en venir cette fois-ci au Bas-Rhin, le taux de chômage de notre département s'inscrit à 7,6%. C'est encore loin de certains taux de chômage de nos pays voisins, du Bade-Wurtemberg, tout à fait, Monsieur le Président. Mais dans le Grand Est, c'est le meilleur taux, et en France, c'est un des meilleurs taux, là aussi en amélioration. Autant d'éléments qui doivent nous encourager et encourager nos partenaires économiques à persévérer. Et de ce point de vue, les contrats aidés devenus PEC, Parcours Emploi Compétences, le RSA avec ce que le Conseil départemental du Bas-Rhin consacre et cofinance pour permettre d'atteindre des taux de prise en charge significatifs et un taux d'emploi important, sont des outils qui doivent nous permettre de développer l'emploi dans les secteurs les plus difficiles. Il n'y a pas d'emploi sans développement économique et je crois que nous pouvons saluer de concert la résilience des acteurs économiques et notamment du secteur commercial confronté à ces mouvements sociaux, du secteur touristique également confronté à ces mouvements sociaux et qui les amène à prendre des mesures palliatives. Je pense à ces ouvertures du dimanche que j'ai pu autoriser qui permettent de compenser les dits mouvements. L'heure tourne, j'en arrive, et c'est heureux, à ma conclusion, qui sera courte et qui sera d'actualité, c'est-à-dire européenne. L'Europe de 2019, ce sera pour la France une consultation électorale importante, observée du monde entier, à un moment où certains nationalismes s'exacerbent, à un moment où certains voudraient déconstruire l'œuvre de paix de nos aînés. Le 26 mai constituera sans nul doute un grand rendez-vous de 2019. Donc. Comme juste derrière nous, le 22 janvier 2019, signature du traité d'Aix-la-Chapelle. Le chapitre 4 et ses 5 articles
consacré à la coopération transfrontalière, le programme de travail et ses 15 projets prioritaires sont pour nous autant d'opportunités. Je pense avec le vice-président, votre vice-président Burger, d'autres membres de votre équipe, Monsieur le Président, nous avons pu mesurer ensemble l'impact que ce traité pourra avoir sur le dossier Europa Park, un de ces grands projets qui va, j'y compte bien, évoluer au cours de l'année 2019. 22 janvier, 26 mai, et puis je suis convaincu qu'il y aura une troisième date à ajouter, celle de l'adoption du texte régissant la collectivité européenne d'Alsace par le Parlement. Voilà, au terme de mon propos, je veux remercier devant vous les équipes de l'État, corps préfectoral, directeurs de service, sans lesquels rien n'aurait été possible au cours de cette année 2018, sans lesquels rien ne serait possible pour que ces chantiers de 2019 se poursuivent. Je les remercie du fond du cœur pour leur engagement et je me tiens prêt désormais à répondre aux questions que vous souhaiteriez me poser. Merci, Monsieur le Préfet. Ce que je vous propose, c'est peut-être par groupe de questions, par thématique peut-être, si ça vous sied, de sorte à regrouper un peu les éléments de réponse. Et je propose déjà, il y a 5 questions autour des mobilités, de l'aménagement du territoire. Et je propose donc de donner la parole. Il y a un certain nombre d'élus qui se sont préalablement inscrits. Donc je voudrais donner la parole d'abord à Isabelle Dolinger sur le Grenelle des mobilités et le SRADET. Monsieur le Préfet, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, chers collègues, comme Monsieur le Préfet vous l'avez rappelé, le département s'est engagé aux côtés de l'État, de l'Eurométropole et de la région dans les Grenelles de mobilité pour agir pour le développement de toutes les mobilités et à toutes les échelles. C'est une vision de l'aménagement du territoire global qui doit englober tous les projets et tous les modes qui concourent à améliorer la situation existante. Covoiturage, transport en commun, vélo, mais aussi le télétravail. Dans ce cadre, Monsieur le Préfet, j'aurais souhaité solliciter l'appui de l'État sur 3 points. Plusieurs chaînons transfrontaliers manquent pour inscrire pleinement l'Alsace dans l'espace rhénan et construire un territoire européen intégré, efficace et dynamique pour l'emploi. L'État pourrait-il appuyer l'inscription de ces chaînons manquants dans le SRADET et dans les futurs engagements de l'État au sein du contrat plan État-région que nous espérons bien sûr transfrontalier. Je pense à l'inscription de l'Alsace du Nord comme corridor entre les 2 métropoles régionales de Karlsruhe et Strasbourg, et notamment à l'aménagement de l'axe ferroviaire Saarbrück-Haguenau-Rastatt-Karlsruhe, mais aussi à la nécessaire création d'un franchissement autoroutier sur le Rhin à Iffezheim. En complément de cette grande accessibilité, les mobilités du quotidien sont au cœur des préoccupations pour nos concitoyens. Monsieur le Préfet, il me semble fondamental que l'État affirme dans les Grenelles de mobilité et le SRADET son soutien à l'ensemble des capillaires ferroviaires qui irriguent les différents bassins d'emploi du territoire, notamment la ligne qui dessert le bassin d'emploi de Niederbronn-Reichshofen et des fleurons économiques comme Alstom. Et enfin, pour réussir le défi des mobilités, il faudra intégrer l'enjeu de la route qui porte 80% des mobilités des Barinois et nous comptons sur votre soutien, Monsieur le Préfet, que la nouvelle future collectivité européenne d'Alsace puisse jouer un rôle en tant qu'organisatrice des mobilités. Merci, Monsieur le Préfet. Isabelle. Catherine Greigert sur le franchissement du Rhin à Markolsheim et le SRADET aussi. Catherine. Monsieur le Préfet, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, chers collègues, le projet de SRADET fait état des axes de déplacement transfrontaliers à l'échelle de la grande région. Or, ce document occulte totalement la RD 424, qui est un axe routier d'intérêt régional majeur dans le prolongement de la RN 59, reliant Saint-Dié-des-Vosges à Sélestat et Fribourg. Cet axe est également identifié comme structurant par l'État. Dans le cadre du contrat plan État-région, il va y réaliser, avec le soutien financier des collectivités territoriales, des investissements très importants à travers la déviation de Châtenois, renforçant ainsi son caractère structurant à l'échelle régionale.
De plus, côté allemand, les travaux de contournement des communes jusqu'à l'autoroute sont déjà réalisés. Monsieur le préfet, l'État pourrait-il appuyer le département pour que cet axe Saint-Dié-des-Vosges-Fribourg soit bien retenu au SRADET comme un axe routier d'intérêt régional, y compris le franchissement sur le Rhin à Markolsheim? Par ailleurs, EDF prévoit des travaux d'entretien lourds sur les ouvrages, écluses et usines hydroélectriques qui franchissent le Rhin à Markolsheim, qui lui sont concédés par l'État. Ces travaux seraient réalisés en 2 tranches, 2019 et 2020. Sans remettre en cause le bien-fondé de ces travaux, il semble indispensable d'avoir une approche globale et co-construite de cette opération, prenant en compte à la fois les contraintes opérationnelles d'EDF et les enjeux de mobilité transfrontalière que représentent ces 2 ouvrages. Il paraît nécessaire et indispensable d'intégrer dans cette dimension mobilité la question des mobilités douces et notamment cyclables. Par ailleurs, les travaux programmés en 2019 prévoient un maintien des flux de circulation transfrontaliers avec mise en place d'un dispositif d'alternat. Cette solution aura nécessairement un impact sur la fluidité du trafic, mais permettra de maintenir une liaison transfrontalière. En revanche, les travaux programmés en 2020 nécessiteraient la fermeture complète de la circulation automobile au droit des ouvrages de franchissement. Les flux transfrontaliers seraient donc impossibles. Monsieur le préfet, en tant que représentant du propriétaire des ouvrages, l'État pourrait-il appuyer le département pour que l'occasion des travaux à entreprendre par EDF sur les ouvrages de franchissement du Rhin soit mise en profit pour améliorer la sécurité et la circulation des cyclistes en lien avec les projets des collectivités locales françaises et allemandes, que la phase de travaux soit la moins impactante possible pour le trafic routier, car cet axe transfrontalier représente un véritable enjeu pour les entreprises implantées à Markolsheim, notamment Jeffco et Tereos, mais aussi pour toute l'économie du Centre-Alsace, en provenance ou en direction de l'Allemagne. Enfin, pour ouvrir des discussions sur un projet de nouveau pont, afin de permettre un franchissement plus adapté et plus sécurisé pour cette liaison transfrontalière ô combien structurante. Je vous remercie. Merci Catherine. Denis Homel. La maîtrise de la consommation foncière est un objectif partagé par l'ensemble des collectivités alsaciennes et mis en œuvre de longue date par les documents d'urbanisme. Le diagnostic du SRADET confirme cette spécificité alsacienne dans le Grand Est, des territoires dynamiques, denses et qui recourent moins au foncier, avec des démarches désormais bien rodées de densification dans les périmètres anciens et de choix de mixité de l'habitat dans les espaces d'extension, avec aussi la priorité donnée à la réhabilitation des friches dans le développement économique. Pourtant, les règles prévues par le SRADET ne tiennent pas compte de ces situations foncières fortement contrastées et s'appliquent de manière uniforme sur tout le Grand Est. Ceci conduit à une rupture d'équité territoriale. Les territoires les plus vertueux et les plus dynamiques se verront fortement pénalisés dans leur développement par l'obligation de réduire la consommation du foncier d'au moins 50% d'ici 2030 par rapport à 2012. La concession aux spécificités territoriales proposées par le SRADET est totalement inapplicable. 3 SCOT contigus qui se mettent d'accord dans l'année qui suit l'approbation du SRADET pour proposer un taux de réduction dérogatoire qui conduira à une modification du SRADET, puis à la mise en compatibilité des SCOT et PLU. C'est l'assurance, Monsieur le Préfet, d'un gaspillage d'argent public, de procédures bloquantes et de contentieux sans fin pour un résultat très incertain. Monsieur le Préfet, pour parvenir aux objectifs nationaux ambitieux de réduction de la consommation foncière, ne peut-on privilégier une approche pragmatique et efficace et résoudre le problème en amont? Je sollicite votre soutien pour que cette proposition de règle numéro 16 soit retirée du projet de SRADET pour garantir la prise en compte réelle des spécificités territoriales et privilégier les démarches volontaristes d'optimisation du foncier portées par les territoires et accompagnées aussi par l'établissement public foncier d'Alsace. Merci, Monsieur le Préfet. Merci, Denis. Marcel Boer sur Châtenois. Oui, Monsieur le Préfet, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, en tant que président du PETR Célestat Alsace Centrale en charge du SCOT, je suis évidemment très sensible à l'intervention de mon collègue Denis Homel et soutiens pleinement sa démarche. Un des premiers objectifs dans l'établissement du SCOT a été
d'insister sur le fait de préserver le foncier au maximum. Ce qui a été fait, mais il ne faudrait pas que nos territoires soient pénalisés par des décisions trop contraignantes. Il nous faut encore du foncier pour rester attractifs, tant au niveau de l'habitat qu'au niveau de l'économie. Dans le rapport que nous avons adopté ce matin, intitulé « Vers une collectivité européenne d'Alsace », il est bien dit que l'Alsace est un territoire ouvert et attractif. Laissons-nous donc les moyens pour continuer à l'être. Cette attractivité est également conditionnée par les infrastructures routières, et je souscris totalement aux propos développés par ma collègue Catherine Greigert. Le franchissement du Rhin à la hauteur de Markolsheim est un maillon indispensable de la liaison Saint-Dié, Sélestat, Emmendingen, Fribourg. Un autre maillon tout aussi indispensable est la déviation de Châtenois. Maintenant que le projet du giratoire à la hauteur de la Vencelle sur la RN59 a abouti, il faut que ce dossier de déviation s'active. Ce giratoire permet entre autres d'évacuer en toute sécurité les matériaux issus du creusement du tunnel pour les remblais de la future route. Donc, il ne devrait plus y avoir d'obstacle. Serait-il possible d'obtenir un état d'avancement précis et fiable de cette opération? Peut-on avoir des garanties quant au passage de ce dossier en CNPN? Il est à souhaiter que les travaux de ce chantier ne soient pas impactés par ceux de l'A35 autour de Sélestat. Concernant les travaux de réfection de l'A35, je voudrais une fois de plus souligner la qualité de travail des services de l'État, tant au niveau de la préparation du chantier qu'au niveau de l'analyse des impacts de la circulation avec les itinéraires de délestage. Démarré en 2013, la fin des travaux est programmée pour 2021. J'ajoute seulement en 2021, car s'il n'y avait pas eu de report 2 années de suite, pendant 2 années, ce serait terminé. Serait-il possible d'étudier l'éventualité de finir ces travaux en 2020, avant le transfert des routes nationales à la collectivité européenne d'Alsace? Ça aurait aussi l'avantage de ne pas rajouter une année de perturbation de plus pour les usagers et au détriment de l'économie locale. Et une fois ces travaux finis, ce serait bien de rétablir la vitesse à 130 km/h sur ce tronçon d'autoroute. D'ailleurs, à ce sujet, en ce qui concerne les limitations de vitesse sur les départementales à 80 km/h, si jamais le gouvernement proposait à des départements d'expérimenter le passage de nouveau à 90 km/h sur certaines routes, le Bas-Rhin serait évidemment prêt à être département pilote. Merci. Merci Marcel. Sur le TSPO et le Grand Contournement Ouest, Étienne Burger et Michel Schliemann, je ne sais pas, c'est un des deux? C'est Étienne, d'accord. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Préfet, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, chers collègues. J'associe à mes propos mes collègues du territoire ouest et en particulier Madame Michel Schliemann. Monsieur le Préfet, après l'évocation des mobilités par mes collègues, à mon tour, je voudrais évoquer 2 sujets d'importance qui concernent les mobilités, en particulier pour le territoire à l'ouest de l'Eurométropole. Territoire qui aujourd'hui n'est pas desservi par un transport en commun en site propre. Je ne pense pas vous étonner en parlant du TSPO et du COS, 2 projets qui vous tiennent à cœur, comme vous l'avez souligné avant dans vos propos. 2 projets qui s'imbriquent également l'un dans l'autre. 2 sujets où l'État, avec d'autres, et le département sont partenaires. Ayant la connaissance de l'action et l'engagement du département sur le sujet, ce qui se comprend aisément, je souhaiterais, Monsieur le Préfet, avoir quelques précisions sur la position de l'État. Alors que les travaux du COS ont démarré, et je salue votre engagement et votre volontarisme en la matière, j'ai été surpris par une annonce parue dans la presse. La seule entrée signalée pour l'agglomération strasbourgeoise, aussi bien en venant du sud que du nord, serait l'A351. L'A351 qui, déjà aujourd'hui, connaît une congestion aux heures de pointe. Une option, et ce serait à la demande de l'État. Une option qui est très mal comprise sur le terrain. Veillons à ce que le remède ne soit pas pire que le mal.
Toujours par rapport aux COS, les travaux de terrassement battent leur plein. Ne pourrait-on pas profiter des remblais en excédent pour façonner un peu le territoire à la demande de la profession agricole, sans évidemment toucher aux zones sensibles et autoriser ainsi l'opérateur à sortir pour cela un peu du périmètre de la DUP. En ce qui concerne le TSPO, vous nous avez donné quelques réponses, mais je crois que cela va mieux en le redisant. Le TSPO, bien que réalisé partiellement, en particulier par le département du Bas-Rhin, est déjà un grand succès, puisque sa préfiguration actuellement en fonction voit sa fréquentation croître de 10% par an depuis 2010. Au jour d'aujourd'hui, 650 000 voyageurs par an. Dans le cadre des Grenelles des mobilités, il est régulièrement cité en exemple des solutions à même d'améliorer l'accessibilité à Strasbourg pour les usagers pendulaires, tout en améliorant les conditions de circulation aux entrées et aux sorties de Strasbourg. Depuis le transfert de la compétence transport à la région, ce projet, pourtant inscrit au CPER, au contrat plan État-région, paraît manquer de l'appui fort d'un porteur de projet déterminé à le mener à terme. Outre les travaux de la compétence du département, qui restent à faire, il nous reste un peu à faire aussi, il me paraît indispensable pour l'attractivité de ce transport que les autres partenaires s'engagent sur ce projet, et je citerai l'État pour l'aménagement de la RN4 et de la 351. Et là, on a eu une présentation par l'Adréal qui nous a rassurés sur les volontés de l'État. L'Eurométropole pour la partie urbaine, en particulier une gare routière digne de ce nom, et à la région en tant qu'autorité organisatrice des transports. Monsieur le préfet, pourriez-vous faire un point précis sur l'avancement de cette opération du CEPR et surtout sur le programme d'achèvement, y compris les aménagements non inscrits au CEPR? Les habitants de l'Ouest strasbourgeois sont plus qu'impatients. Et en cette journée historique, je m'en voudrais de ne pas penser que si la collectivité européenne d'Alsace devenait organisatrice des mobilités, cela faciliterait les choses. Merci. Très bien, merci, chers collègues. Avant de donner la parole à Monsieur le Préfet, juste quelques petits éléments de complément, puisque nous avons abordé la mobilité et SRADET. C'est vrai que, Monsieur le Préfet, l'ensemble des SCOT alsaciens ont fait un gros travail d'analyse du territoire, des besoins du territoire en termes de développement, d'une réflexion transfrontalière. Ce schéma de travail a permis d'avoir une vision très claire des projets de développement du territoire alsacien. Il avait d'ailleurs été présenté encore à l'époque à Philippe Richert. Pour nous, ce serait important que les priorités que le territoire alsacien s'est données puissent intégrer le SRADET. Sur les 90 km/h, je l'ai redit, je le dis aux collègues, parce que nous avons revu il y a quelques jours le directeur de cabinet de Mme Borne. Je renouvelle bien évidemment toujours notre proposition de faire la part entre des routes accidentogènes où le 80 km/h a du sens, mais aussi des possibilités au titre du droit à l'expérimentation, au droit aux dérogations, du pouvoir de dérogation du préfet, d'éventuellement imaginer un peu plus d'ouverture sur des routes qui ne sont pas dangereuses et qui pourraient repasser à 90 km/h. Le président de la République a ouvert une porte sur cette possibilité-là, me semble-t-il, dans le grand débat, à l'occasion de quand il s'est exprimé. Sachez que, comme je l'ai dit à M. le directeur de cabinet de Mme Borne, nous sommes tout à fait ouverts, et bien évidemment, au regard de la loi qui va être étudiée sur l'organisation des mobilités, au regard aussi du fait que 80% de mobilité se font sur nos routes, il me semblerait judicieux que les collectivités départementales puissent en avoir une responsabilité en lien avec la région, en lien avec
les intercommunalités, mais qui ne sont pas toujours à taille suffisamment grande pour les organiser seuls. Mais je l'avais dit là aussi à Madame Borne. Monsieur le Préfet. Bien, merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les conseillers départementaux, pour ces questions sur un sujet vaste et qui, d'ailleurs, me laisse à penser, Monsieur le Président, que lorsque la collectivité européenne d'Alsace sera en fonctionnement, elle aura une matière particulièrement riche s'agissant du réseau routier en particulier. Alors, quelques éléments de réponse que je peux apporter, notamment sur les missing links. Pardon d'employer le mot anglais, mais c'est celui qui a cours à Bruxelles, ces liaisons manquantes entre un côté et l'autre côté de la frontière. C'est un sujet qui me tient à cœur, c'est un sujet de dialogue et d'échange au niveau des structures de coopération régionales, je pense au Rhin supérieur et à la grande région, mais aussi au niveau bruxellois. Nous avons plusieurs projets, plusieurs idées, et une prochaine rencontre à Bruxelles, à un niveau technique, également une prochaine visite de la commissaire européenne en charge du développement régional, Madame Crétou, qui sera à Strasbourg au mois de mars, que je serai en situation de rencontrer, avec laquelle j'échangerai sur ces chaînons manquants, ces chaînons transfrontaliers manquants, je reprends le terme employé par Madame Dollinger, sur lesquels nous travaillons, et je les range d'ailleurs dans cette mobilité du quotidien, autre expression que vous avez utilisée, parce que la mobilité du quotidien, c'est du côté de la frontière où nous sommes, ce capillaire ferroviaire qui est un vrai sujet, sur lequel je ne vous apporterai pas de réponse, encore que les 117 millions d'euros engagés sur la 4e voie entre Vendenheim et Strasbourg, pour moi, ça aussi, c'est de la mobilité du quotidien. C'est dans le milieu urbain plus que dans des secteurs qui ont été évoqués par les unes et les autres, mais c'est vraiment de la mobilité du quotidien pour permettre, en maintenant des sillons pour les transports de marchandises, d'avoir cette 4e voie qui permettra de développer de façon assez considérable le transport de personnes, de voyageurs. Et on comprend bien que c'est de la desserte à l'intérieur de l'Eurométropole dont il s'agit. Alors, je crois que Madame Borne, la ministre en charge des Transports, dans le cadre du débat qui est en cours, a un regard tout particulier sur le capillaire ferroviaire, et on sait au moins qu'on s'inscrit dans la dynamique, non pas de la création de lignes nouvelles en très grand nombre, je fais peut-être un cas à part sur Colmar-Fribourg, mais dans le maintien de ce qui peut être maintenu dans l'existant pour faire en sorte que l'on entretienne le potentiel que nous avons et que nous permettions ainsi aux populations qui sont dans la ruralité ou profonde ou proche des villes de se maintenir là où elles sont. Globalement, sur les sujets routiers, je regarde les notes que j'ai prises au fil de vos questions, je me dois de citer... en réponse à Marcel Bauer, Châtenois, bien sûr. Bien sûr, c'est un dossier que j'ai, qui est sur le feu, si j'ose dire. Donc, le calendrier précis, j'ai adressé au ministère de l'Écologie le dossier le 27 décembre 2018. Il sera soumis au Conseil national pour la protection de la nature le 22 février prochain. Donc, la séance est programmée le 22 février prochain. Je pense que dans la suite immédiate, mars-avril, l'enquête publique qui suit l'avis du CNPN sera ouverte. Et si les choses se passent normalement, vous ne l'avez pas cité, mais moi je suis obligé de relever que l'opposition d'Alsace Nature, qui est importante sur le GCO, s'est révélée, si j'en crois en tout cas la presse, également importante sur ce dossier-là. Je ne peux pas m'empêcher de le citer au passage. Je suis confiant quant à la qualité du dossier que nous avons posé. Je suis plutôt optimiste quant à l'avis que le CNPN devrait délivrer le 22 février, mais je ne peux pas ne pas citer les oppositions locales qui semblent se durcir sur
sur ce dossier. Sur le TSPO et le COS, en écho à ce que disait M. Burger, je ne reviens pas sur ce que j'ai dit sur le TSPO, hein, je crois qu'on l'aura enregistré. Il y a un point sur lequel ma réponse sera nécessairement incomplète, c'est la signalétique. Vous avez indiqué que le décret récemment paru ne prévoyait que la signalisation au niveau de la 351. C'est ce qui figure dans le contrat de concession entre l'État et le concessionnaire Vinci. Donc c'est une application réglementaire du contrat de concession. Nous sommes au début de 2019, l'entrée en service de l'infrastructure c'est 2021, nous avons encore du temps devant nous pour mieux mesurer les flux et mieux mesurer les conditions dans lesquelles la signalétique sera mise en place. Et très sincèrement, pour moi, le débat et le chantier qui compte le plus, c'est le chantier du Grenelle, c'est le chantier de la reconversion de la 35, pour que l'on adapte la signalétique au schéma que nous allons ensemble co-construire. Ce n'est pas la signalétique qui va commander la façon dont la circulation des poids lourds, la circulation douce, la circulation des transports en commun s'opérera sur l'Eurométropole. Donc on a bien relevé effectivement ce que dit le décret, mais je suis très confiant, on ira bien au-delà. Plus globalement, sur ce qui est contenu dans le CPER, dans le contrat de plan État-région, et qui reste à finaliser, je demanderai, je regarde mes services DREAL, DDT, que nous fassions et le SGAR, Blaise, qu'on fasse un point barin de l'application du CPER dans son volet communication routière pour, Monsieur le Président, vous le livrer afin que vous puissiez alimenter en information les membres de l'Assemblée départementale. Un mot sur le SRADET. Donc là encore, je l'ai quelque peu abordé dans mon intervention tout à l'heure, sur le sujet de la consommation d'espace. Je le dis, moi, tout de go, l'État rejoint la copie du SRADET, menée et pilotée par la collectivité régionale, dans ce constat qui est fait d'une consommation d'espace dans le Grand Est qui est largement supérieure à ce qu'on peut trouver ailleurs, alors même que l'évolution démographique, certains ajouteraient hélas, du Grand Est, n'est pas exactement la même que celle, par exemple, de l'Occitanie. Donc on a une surconsommation d'espace qui nous est donnée par le bilan. D'où la création d'un groupe de travail de réflexion sur le volet foncier au niveau régional, d'où, dans le projet de SRADET, effectivement, une série de mesures qui tend à limiter la consommation d'espace et notamment d'espace agricole. Moi, je me réserve la possibilité, parce que je n'ai pas de retour de diagnostic pour l'instant des CDPENAF, ces commissions départementales dont vous savez qu'elles émettent des avis qui pèsent d'un certain poids sur la consommation d'espaces agricoles, donc des espaces de culture ou d'élevage, qui trouvent une vocation urbaine ou économique. Donc j'attends un retour sur les pratiques de ces commissions pour avoir une vision un peu plus, comment dirais-je, plus étayée des conditions dans lesquelles tout cela fonctionne depuis un certain nombre d'années, et pour projeter sur un SRADET devenu applicable, avec les conditions qu'il comportera, une régulation de la consommation de l'espace qui soit une régulation vertueuse. Les uns comme les autres, nous ne pouvons pas être insensibles à ce que nous disent, et je les considère et je les respecte infiniment, les opposants, par exemple, au GCO, par rapport à la consommation des 230 hectares que cela représente. C'est de la consommation d'espace et nous devons y être sensibles. C'est l'un des arguments s'agissant de Châtenois. En même temps, dans le SRADET, tel qu'il est aujourd'hui rédigé, on met de côté du calcul ce que l'on appelle les grands projets. Et là, je regarde votre vice-président, M. Burger, puisque c'est le dernier avec lequel, même si on en parle tous les deux souvent, on évoquait le projet Europa Park. Un projet de cette envergure, s'il voit le jour, relèverait à mon sens de ce que l'on appelle les grands projets. Ce qui ne l'exonère pas de consommer de l'espace naturel ou agricole de la façon la plus mesurée possible, mais ce qui n'entrerait pas, s'agissant d'un grand projet d'aménagement, dans les règles de calcul de l'extension urbaine, etc. Donc,
à travers ces propos, je souhaite vous dire que je suis sensible et sensibilisé au sujet, qu'avec mes équipes, nous y travaillons, mais que si ma religion est faite quant au constat, ma religion n'est pas définitive quant aux conditions dans lesquelles le taux de consommation pourra s'appliquer dans effectivement des territoires qui sont de nature extrêmement différente. Entre le Bas-Rhin et la Marne, on trouvera beaucoup de points communs, ou l'Aube, sur l'évolution de l'agglomération troyenne ou l'agglomération rémoise. En revanche, on aura peut-être un peu moins de points communs entre le Bas-Rhin et la Meuse. En revanche, il y aura plus de points communs entre la Meuse, la Haute-Marne et les Ardennes, pour des raisons que chacun peut comprendre. Je crois avoir à peu près vu les points essentiels. Sur le 80 km/h, j'attendrai, Monsieur le Président, les suites du grand débat pour voir dans quelles conditions nous évoluerons. Tout à l'heure, en termes de sécurité, je n'ai pas parlé de la lutte contre l'insécurité routière. Je me plais tout de même à souligner que dans le Bas-Rhin, en 2018, nous aurons comptabilisé 2 tués de moins qu'en 2017. On est passé de 43 à 41. Ce n'est pas un résultat exceptionnel, mais tout au moins, en 2018, on s'est inscrit en légère baisse par rapport à l'année antérieure. Alors ça va faire le lien avec les questions, parce qu'il y a plusieurs questions autour de la sécurité et de la justice. D'abord, sécurité, Thierry Carbinaire, je suppose qu'il va nous parler des sapeurs-pompiers. Bien sûr, Monsieur le Président. Je voudrais bien évidemment à mon tour remercier Monsieur le Préfet, et en saluant notre Président Frédéric Bierry, tout d'abord dans l'excellente collaboration, en effet, des forces de sécurité avec les acteurs déterminants du secours. Monsieur le Préfet en particulier, évidemment, cela a été dit lors de l'attentat de Strasbourg, mais aussi lors des exactions du Nouvel An, mais aussi dans l'ensemble des incivilités, pour faire dans l'euphémisme, tenant malheureusement l'actualité dans les revendications des Gilets jaunes. En saluant aussi, Monsieur le Préfet, à mon tour, votre engagement personnel quotidien avec l'ensemble des sous-préfets du Bas-Rhin et de vos services dans les sinistres d'une certaine importance. Je pense à Silostra, à Soprema, qui ont été d'une ampleur transfrontalière par-dessus le Rhin. 2 soucis majeurs motivent mon intervention ce matin auprès du département qui est le financeur premier du SDIS, à votre intention, Monsieur le Préfet. Premièrement, la fragilité. Aujourd'hui, l'étiolement du volontariat, qui est pourtant le gage absolu du bon équilibre financier des SDIS partout en France, et tout particulièrement des finances du SDIS du Bas-Rhin. Deuxièmement, ces violences choquantes et grandissantes, à 2 chiffres, que subissent nos sapeurs-pompiers et qui amènent les syndicats des professionnels à revendiquer de plus en plus le statut de métier à risque, comme vous-même et le SDIS ont reçu communément la demande. Bien sûr, concernant le volontariat, et plus largement la nécessité d'en revenir à une vraie promotion de la citoyenneté et du civisme, ce au travers des gestes qui sauvent dans nos collèges, l'encouragement, la culture des JSP, la promotion des cadets de la sécurité civile, aussi le recours intensifié du service civique. Mais je ne voudrais pas oublier de parler à l'appel aux maires sur le besoin de collaborateurs disponibles pour les sapeurs-pompiers. Également de penser au remplacement dans le monde agricole, les agriculteurs ayant toujours été des constituants des volontaires assez notoires, en pensant au conventionnement avec les employeurs. On y travaille au niveau du CNSPV à Paris. Comment pouvons-nous appuyer encore davantage ce nécessaire renforcement du volontariat? Et je veux le dire en particulier à l'heure de la collectivité européenne d'Alsace, où dans l'évidence il y a un rapprochement attendu, souhaité des SDIS 67-68. À l'heure où, dans cette culture commune, il existe une différence notoire dans le degré d'avancement de la départementalisation, puisque nous avons pratiquement plus qu'un seul corps communal dans le 67, alors qu'il en a un certain nombre dans les grands centres communaux du Haut-Rhin. Alors, comment pouvons-nous consolider ce volontariat en mutualisant un certain nombre de choses, par exemple les écoles départementales des SDIS? Concernant ces violences urbaines, que faire?
demander à renforcer encore le recours à la police et à la gendarmerie, que je salue évidemment en ces lieux, à quel prix? Ou bien demander à la justice d'être plus sévère, aussi bien dans les châtiments que dans leur application? Le SDIS 67 s'engage sur la voie, dans la logistique, d'une ouverture aux travaux d'intérêt général. Faut-il rapprocher les plateformes d'appel 1812 avec le 17, notamment à l'heure de la toute nouvelle disposition Nexis du ministère de l'Intérieur? Donc en particulier à l'heure européenne que vous donniez comme actualité, devons-nous, au travers de l'Académie transfrontalière des risques, c'est-à-dire celle qui touche les risques naturels, industriels, informatiques, devons-nous à présent mettre un accent sur les risques sociologiques liés à l'insécurité? Et devons-nous ainsi pouvoir apporter institutionnellement dans la recherche une réponse à ces incivilités? Je veux donc vous remercier, Monsieur le Préfet, de votre main de fer dans un gant de velours, à tenir bien resserré, bien complémentaire, bien solidaire, bien motivé les forces de secours et de sécurité. Je vous remercie de cette vigilance affichée et induite à limiter, à juguler ce climat d'insécurité que certains irresponsables tâchent d'installer. Et je vous remercie de votre attention. Merci Thierry, toujours en matière de sécurité. François Spersdorf. Préfet, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, chers collègues, je souhaite revenir sur le bilan sécurité dans notre département et plus particulièrement sur celui concernant les atteintes à la personne en 2018. Avant tout, permettez-nous, avec Nicolas Matt, de saluer encore une fois ici la mémoire des victimes de l'attentat du 11 décembre, leurs familles, et de rendre hommage au travail formidable réalisé par les forces de l'ordre, les pompiers, les citoyens, parce que je crois que Damien va être prochainement décoré, le Strasbourgeois Damien, voilà, pour son acte de bravoure, et les soignants, et tous ceux qui les accompagnent aujourd'hui. Monsieur le Préfet, d'une manière générale, 2018 a été marqué par une montée en puissance des actes, des propos antisémites, racistes, homophobes ou portant atteinte aux élus et aux valeurs et symboles de la République. Je cite notre collègue Étienne Wolf, le député Bruno Studer, vous-même, Monsieur le Préfet. Je cite encore la profanation des 37 tombes du cimetière juif de Herlisheim, qui s'ajoute à celle du cimetière de Sarre-Union, perpétuée en 2015 par 5 mineurs. Ces actes haineux ont repris la semaine dernière à Vendenheim, ou encore à Strasbourg-Cronenbourg sur le CADA du foyer Notre-Dame. Et la liste s'est encore allongée samedi à Strasbourg, à proximité de la synagogue de la paix. À ce propos, je tiens à vous informer que le consistoire réfléchit bien sûr à porter plainte. Il appelle les manifestants et les organisateurs des rassemblements des Gilets jaunes à écarter les individus violents des cortèges. Ça, c'est une chose. Le CRIF lui-même est très inquiet de cette montée de la violence. Il souhaite qu'on puisse agir en amont, en renforçant la prévention, et aussi faire savoir les sanctions pénales contre les auteurs de ces actes antisémites. Ce sont des faits d'une extrême gravité que nous condamnons tous et tous d'une seule voix. Je vous interroge également sur les moyens qui sont mis en œuvre pour retrouver les auteurs de ces actes et vous pose la question de savoir s'il y a un rapport entre eux, entre tous ces actes. Nous vous demandons également quelles mesures allez-vous mettre en œuvre pour remettre en état les cimetières profanés. Par ailleurs, Monsieur le Préfet, nous avons relevé globalement une augmentation des atteintes à la personne, une augmentation de 13,4% dans notre département, soit 2 fois plus qu'au niveau national. Si les violences sexuelles perpétuées dans le Bas-Rhin n'ont représenté que moins de 10% des atteintes aux personnes constatées par les services de police et de gendarmerie,
Elles ont cependant augmenté de 15%. Encore plus grave, Monsieur le Préfet, les viols sur mineurs ont augmenté à eux seuls de près de 28%. 170 enfants ont été victimes d'agressions en 2018 contre 133 en 2017, soit un enfant tous les 2 jours qui subit des violences. Je vous remercie, Monsieur le Préfet, de bien vouloir commenter ces données et nous informer sur les moyens que vous entendez mettre en œuvre pour enrayer l'augmentation de ces faits de violence particulièrement inquiétantes dans notre département. Je vous remercie pour votre attention. Merci Françoise. Jean-Philippe Morer, sur la sécurité aussi. Pardon. Monsieur le Préfet, la Saint-Sylvestre est habituellement une période de réjouissance et de festivités paisibles dans un esprit de joie partagée. Dans le passé, Strasbourg a été l'objet de toutes les attentions médiatiques à son détriment en raison du phénomène dit des voitures brûlées et de sa virulence. Au fur et à mesure des années qui passaient, pour plusieurs raisons, ce phénomène a régressé au point, et c'est heureux, de ne plus attirer l'attention. Hélas, le passage de l'année 2018 à 2019 a vu un net regain de violence urbaine, mettant à mal nos quartiers, ses habitants, les forces de police et les pompiers, qui ont dû faire face à des casseurs très déterminés dans leur tentative de prise de contrôle de la rue. Le spectre d'un retour des voitures brûlées à Strasbourg et dans les communes autour constitue un réel motif d'inquiétude et nous vous avons alerté à ce sujet avec ma collègue Pascale Jourdan-Pfeiffer par notre courrier du 3 janvier 2019. Pouvez-vous nous faire part de votre analyse sur les causes de ce regain de violence et des voitures brûlées cette nuit de la Saint-Sylvestre, ainsi que sur les moyens qu'il faudrait mettre en œuvre pour y remédier de manière significative? Je vous remercie de l'intérêt que vous porterez à ma question. Merci Jean-Philippe. Éric Elkoubi, toujours sur la sécurité. Monsieur le Préfet, Monsieur le Président, chers collègues, Monsieur le Préfet, vous avez commencé votre rapport d'activité par la sécurité. La sécurité, c'est bien une des libertés fondamentales dans un État de droit. Ainsi, je veux vous interroger sur la sécurité en général. Avant cela, permettez-moi de rendre hommage à mon tour, autour de notre groupe, un hommage particulier et appuyé à nos forces de l'ordre, de police, de gendarmerie, aux soldats de l'opération Sentinelle, aux pompiers, aux fonctionnaires de ces services qui, tous, au péril de leur vie, nous protègent et nous défendent. On en a encore eu l'exemple lors de l'attentat de Strasbourg en décembre. Je veux aussi, à titre personnel, rendre hommage à mon ami Jean-François Hilly, ici présent, qui fut un directeur départemental de la sécurité publique, à l'écoute, disponible, attentif. Son départ pour Nice nous honore et nous peine en même temps qu'il soit publiquement remercié pour son engagement et pour tout ce qu'il a fait à Strasbourg et dans le Bas-Rhin. La sécurité, Monsieur le Préfet, oui. Celle de nos bâtiments et de nos édifices. La sécurité sur nos routes, et la sécurité du quotidien. La sécurité de nos biens et de nos édifices, cela a été rappelé il y a quelques instants. Le cimetière juif d'Erlisheim, le domicile de notre collègue Étienne Wolf, Alstenstadt, la mairie de Eichhofen, le centre CADA de Cronenbourg, une permanence parlementaire, les événements de samedi à Strasbourg, et j'en passe et des meilleurs. Pour les plus récents, ces actes sont indignes, ils sont lâches, ils sont affligeants. Vous avez d'ailleurs réagi samedi soir aux propos qui ont été tenus près de la synagogue de la paix. Le climat dans notre département est de plus en plus délétère, loin des grandes philosophies sur le vivre ensemble. Combien de temps cela va-t-il durer? Je crie ici mon indignation, et j'espère celle de tous mes collègues, pour vous demander, Monsieur le Préfet, quelles mesures concrètes sont mises en place pour que les auteurs de ces faits cessent leur terreur inquiétante qui profite aux tenants du populisme et du repli sur soi, de la haine d'autrui. Cela rappelle des heures sombres de notre histoire et je n'exagère pas. Nous sommes tous concernés car la République est en danger réel. Les discours dans le domaine suffisent. Il faut des actes.
quels sont-ils en matière de lutte contre l'antisémitisme, contre le racisme, contre la xénophobie, contre l'homophobie? La situation ne peut plus attendre. La sécurité sur nos routes. Pouvez-vous nous détailler les chiffres de la mortalité depuis juillet 2018 sur les routes départementales par rapport à l'an passé et aux années passées? Vous avez dit 2 morts de moins, 2 personnes décédées de moins sur nos routes, mais est-ce qu'on peut affiner ces chiffres? Fervent défenseur du 80 km/h, mesure suscitée et souhaitée d'ailleurs par le Conseil national de la sécurité routière, alors présidé par mon prédécesseur et ami Armand Young dès 2015, mise en place par le gouvernement d'Édouard Philippe, elle montre sa justification et ses intérêts. Près de 116 vies ont été sauvées cette année en France grâce à cette mesure. C'est 116 familles de moins dans la peine et dans l'affliction. Tous les rapports scientifiques sont unanimes. 1% de vitesse en plus, c'est 4% de dangerosité dans l'accident en plus. Inquiet des propos du président de la République sur la remise en cause de cette expérimentation, je pense qu'il est nécessaire de réaffirmer l'importance du 80 km/h sur les routes départementales, bidirectionnelles, sans séparateur. Par rapport aux propos que vient de tenir le président Biry, vous comprendrez que je suis tout à fait opposé à ce qu'il vient de nous proposer comme expérimentation locale. Quant à la sécurité au quotidien, le gouvernement et l'ancien ministre de l'Intérieur, M. Gérard Collomb, ont mis en place la PSQ, vous en avez parlé dans votre propos introductif, la police de sécurité du quotidien. Plusieurs quartiers strasbourgeois en ont été dotés à titre expérimental, tels que Nehof et Lamennais. Dans un courrier de 2018, le ministre me disait, après mes regrets de ne pas voir le quartier de l'Elzo en être doté, que le système pourrait être déployé et continuerait à être déployé et que l'Elzo en bénéficierait. Mais aujourd'hui, j'ai envie de vous demander où nous en sommes dans ce quartier qui souffre au quotidien et qui souffre notamment de l'absence d'un bureau de police, qui souffre de sa mauvaise image, qui souffre de l'implantation irréfléchie d'une maison d'arrêt dans les années 85 et dont personne ne souhaite l'extension, si vous voyez ce que je veux dire. Je vous remercie. Alors, toujours dans le domaine de la justice et de la sécurité, alors justement, projet de centre pénitentiaire, Alphonse Alfano et Christiane Wolfugel vont se succéder a priori. Oui. Monsieur le Préfet, Monsieur le Président, chers collègues, Mesdames et Messieurs. Monsieur le Préfet, le parc d'innovation, 4500 salariés, dont 1500 chercheurs et enseignants. S'y rajoutent 2500 étudiants. Des sociétés françaises, américaines, japonaises, allemandes. Des sociétés de recherche, telles que Transgène, qui conçoit et développe des produits d'immunothérapie ciblés contre les cancers et les maladies infectieuses. Peut-on imaginer au milieu de tout cela une prison, 500 places? Vous pouvez comprendre que ce choix ne soit pas accueilli à bras ouverts. Vous comprendrez, Monsieur le Préfet, qu'un tel projet met en péril le parc d'innovation qui a pour but d'attirer des entreprises prestigieuses. Ce parc d'innovation représente des années de travail et de co-construction. Ce projet ferait fuir toutes ces entreprises et les emplois qui y sont rattachés, et évidemment empêcherait toute velléité d'implantation d'autres entreprises et la recherche de l'innovation. Monsieur le Préfet, nous n'osons même pas imaginer que tout ce travail pourrait voler en éclats d'un simple revers de manche au bon vouloir de l'État. Voilà pour le fond. Pour la forme, nous avons tous été choqués d'apprendre que l'État avait pris sa décision